Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV on the Air. Ici, Patrick Eliansi. Nous sommes bien contents d'entrer la caillou. Année a presque fini. Nous souhaitons que va gagner de nouvelles résolutions personnelles qu'on pourra cultiver pour ici, aux États-Unis et pour former en Haïti, malgré les situations difficiles, malgré la conjoncture. Et nous espérons qu'on va passer de très bons moments, ou même ici en famille, avec un passé spécial pour Haïti. Haïti qui est toujours en crise, donc dialogue politique n'est pas jamais capable de porter un résultat réel. Eh bien, il y a une délégation de CARICOM qui est en Haïti, mais avant que nous parlions de ça, on nous fait un coup de jet sur les nouvelles sanctions des États-Unis. Donc, États-Unis sanctionnés, ancien Premier ministre Jean-Marc Sambel-Rive, qui était ministre de la planification de la coopération externe, qui était Premier ministre en soit administration René Garça Préval, et qui était assuré transition avec ancien président Michel Martelly. Aux États-Unis sanctionné tout, ancien sénateur Nenel Kassi. Nenel Kassi, c'était un ancien sénateur élu de la République, et il était sorti dans la zone de NIP, et il était un membre de SDP, secteur démocratique et populaire, qui est dit là, en dedans gouvernement Ariel là. États-Unis sanctionné tout, M. Hervé Foucan, qui sont ancien sénateur tête calée dans le sud du pays. Hervé Foucan, qui ces derniers temps a fait la navette dans un bureau juge Wessler Voltaire dans le cadre du dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Trois personnes des département d'État reprochées de ce que eux-mêmes étaient impliqués dans la corruption et puis tout, ils étaient mettaient intégrité gouvernement en question ou en jeu. Alors, c'est toujours un élément très humiliant que les États-Unis a impliqué monde qui dans le secteur d'affaires, monde qui dans le secteur politique, dans les actes de corruption et sanctions ça justement, et encore une fois porter notre cours à ce secteur politique et ce secteur économique dans le pays d'Haïti. Donc avec nous justement pour commenter la question ça, c'est c'est encore un coup dur, un coup pour ce secteur d'Haïti, Gefra. Donc, l'ISMOUN qui a subi sanctions internationales à prolonger dans le pays d'Haïti, même si sur le terrain, pas grand qui a fait en termes de suivi au plan judiciaire. Donc, ça qui vient de mettre en quelque sorte, si vous voulez, on sort d'épine. Donc, on gagne clou qui dans talon pied Mounsayo, qui retrouve dans une situation comme si c'était en quelque sorte des parias, qui ont des sanctions sur eux. C'est vrai que grand pile là des fois qui toujours rejeté accusations que pour des quand soit implication dans le droit ou bien question de corruption etc. dans activité gang criminelle. Donc il a démenti c'est vrai dans la presse, mais ça qui quand même demeuré c'est que tant et aussi longtemps pas un juge qui prononçait sur situation Mounsayo, et bien toujours dans une situation assez délicate, d'autant que sanction ça a entraîné l'autre bagarre et tout. Par exemple, si on dans le conseil d'administration entreprise, par exemple, obligé de démissionner, et gain pile l'activité obligé de renoncer à cure, obligé par exemple, ça qui arrive tout que gain fonds qui gelait tout ça, donc bien on doit comme Sénado sous hypothèque, d'abord débouté dans le comptable de deniers publics, et aussi longtemps que coup des comptes pas, enfin, et pas coup des comptes en tout cas, coup des comptes pas on rapport de débit et sous gestion et puis pour que le Parlement bat au décharge. Donc tout sont possibles censé sous hypothèque ou pas qu'à pratiquement vendre pas qu'à défaire bien ça. Donc qui entre sanctions ça qui entraîner en pile conséquences pour Mounio, même si il y a des gens qui minimisent, mais ça qui est plus grave là c'est parce que la justice pas prononcée dans le cas ça. Et je pense que c'est intéressant si Mounio même était intéressé à faire la justice tendéo et donc rendre la justice. Ça peut être blanchir éventuellement. Maintenant, le monde qui est nouveau dans l'ISA, c'est Jean-Max
Belrive, quand même, qui était ministre de planification, quoi, sous administration René Grasse à Préval. Oui, il était Premier ministre tout. Et puis, il était pratiquement fait les premiers moments de Michel Martelly. Oui, parce que tu as une sorte de transition que tu dois faire, tu as une difficulté pour que Michel Martelly mette en place son gouvernement. Et donc, Jean-Max Belrive, tu été avec l'équipe liant pour être capable d'assurer sous les en gestion transitoire, en gestion des affaires courantes, en attendant que Michel Martelly t'est arrivé à mettre campé au gouvernement avec qui t'a pas le gain comme premier ministre justement M. Koning, Dr Koning, qui t'a pas le premier ministre bon pour un petit bout de temps avec toute ça nous connaît qui t'a fait que t'es obligé de démissionner rapidement. Donc Jean-Max Belrive qui quand même son vieux routier de l'administration publique haïtienne qui gagne un passage évidemment M. fait expérience dans le conseil électoral provisoire, il était président parce que BED l'Ouest était divisé en deux, 1 et 2. Donc, M. Théron, à l'époque, était président BED2 dans l'Ouest. Donc, M. connaît question système électoral là tout. Il fait expérience à l'année. Il devient ministre de planification. Il devient premier ministre. Donc, M. je venais vous dire, qui est en bas sanction, bien entendu. C'est ça. Et donc, qui, avec toute famille, bien sûr. Oui, il va toucher Madame Né, qui me croit que si sont dominicaines, ainsi que Petit et tout. Mais là, tout, Nenel Kassi, c'est un ancien sénateur de la République, membre de l'opposition, qui est dans SDP, secteur démocratique et populaire, et qui pas jamais caché affinité li, relation que le avec un gros membre dans l'oligarchie pays d'Haïti, et qui, je ne dis pas, sous sanction, tout, c'est un petit peu surprenant. Oui, monsieur sous sanction, ça fait deuxième fois il tombe en bas sanction. Et donc, sénateur Kassi qui lui-même gagne déjà en difficulté sur le plan interne avec les enquêtes de l'ULCC qui indexent lui dans la question corruption dans le pays d'Haïti. Donc, ce qui fait que monsieur qui gagne vraiment un pile question pour le gérer là, en pile dossier pour le gérer en même temps. Et donc, sanction ça a donc en quelque sorte renforcer la situation sous les difficultés que monsieur est censé retrouver là-dedans. Mais encore, seule façon vraiment pour capable sortir dans cette situation ça, pour capable éclaircir peut-être la justice, c'est chercher une sorte de clémence par rapport à cette situation. Et puis Hervé Faucan, sénateur du Sud, sénateur tête-calé, qui n'a monté descendre devant un juge Voltaire dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, et qui, je ne dis là, recevoir sanction par bon côté des États-Unis, après me croire que il y a une sanction canadienne. Oui, après sanction canadienne, ça c'est sanction, il y a ces sanctions américaines, et on connaît en général tout une sorte de complexe parmi l'Union en Haïti. Donc, si les États-Unis pas sanctionné, c'est comme si on pas de sanction. Ok, alors que gain est quand même, bien que nous ne connaissons pas pour qui raison jusqu'à présent liste Nations Unies pour qu'on sortir, puisque Nations Unies lui-même, c'est un autre niveau lié, c'est lié englober ensemble pays qui membres des Nations Unies, y compris Haïti, bien entendu. Donc, ce qui fait que depuis les Nations Unies sanctionnées, Haïti sanctionne tout. Donc, ce qui fait que Haïti après retrouver l'obligation, ça t'a arrivé fait, si ça est sorti, et il y a mon capitaine impatiemment pour qui est-ce qui peut la donner, qui est-ce qui peut la donner, etc. Et maintenant, donc, c'est ça lié. Ce qui fait qu'il y a des gens qui pensent que le c'est américain qui sanctionne, donc, c'est sa sanction utile, c'est ça veut dire quelque chose, eh bien, donc, si tel est le cas, et donc, Faucan qui gagne sanction donc, sanction additionnelle, en attendant que, probablement, bon, en tout cas, nous ne connaissons pas qui est dans la liste Nations Unies, mais liste qui est pour sortir encore, qui pourrait venir éventuellement renforcer la situation en pile monde qui est déjà en difficulté par rapport à ces sanctions internationales et qui fait que qui restreignent les déplacements pas qu'à voyager dans ces deux pays et au risque qu'ils soient capables de retrouver en très grande difficulté. Donc sans compter pas qu'à faire business avec pas qu'à faire business avec monde comme ça. Donc qui mettait dans une situation de paria, une situation comme si c'est la peste. Donc monde pas coller sous, c'est ça que c'est charbon du feu. Donc c'est ça la situation et pour Mounzayo en tout cas encore que vous branchez la justice pour capable faire le jour sous situation. Mais je vois moi curieux pour connaître que sanctions ça sur quels critères États-Unis, Canada est basé pour que yo prend yo est-ce que vous travaillez tout avec les autorités locales parce que
gagné un certain nombre de monde dans l'oligarchie, dans le secteur privé des affaires, dans le secteur politique. C'est vrai que il y a la rumeur qui veut que il y a un peu de monde dans le pays qui est impliqué dans bagaille drôle, bagaille corruption et financement crime, c'est vrai. Même d'ailleurs qu'on a qui document et sous qui ça États-Unis avec Canada et même les Nations Unies pour Alchita pour sanctionner le monde. Est-ce que vous travaillez avec ULCC? Est-ce que vous travaillez avec UCREF? Est-ce que vous travaillez tout avec un supérieur des comptes? Bon, alors, nous pas connaît un critère définitivement qui ça oui, bon côté Nations Unies, bon côté Canada ou bien États-Unis ou quel que soit l'autre pays qui décide de mettre des sanctions. Ça qui est quand même évident, nous connaissons quand même, au moins, il y a une représentation dans le pays d'Haïti, il y a quand même un brouillon de service de renseignement qui a barré renseignement. Il y a un renseignement sur le plan économique, il y a un renseignement sur ce qui a passé dans le niveau politique, dans le niveau activité criminelle, il y a informé sur ça. Certainement, il y a des gens tout souterrain qui a monitorer la situation, il y a sans doute travailler avec des organisations qui ont question de droits humains, qui ont des informations, et donc encore, à eux-mêmes plus capables, et donc, peser et sous-peser l'information ça avant de prendre une décision pour que c'est pas un bagage fantaisiste et que c'est pas un bagage qui t'a visé soit en tout cas à faire un abus, ça qui t'a pas constituer une relation grave de droit moun. Et nous jusqu'à présent moun qui en bas sanction ça ou pas aucun recours pratiquement. Évidemment, seul recours à gain social devant la justice, les savent qu'a fait valoir de droit véritablement. Et prendre la presse là, c'est bien, c'est intéressant du point de vue marketing pour capable essayer ou être capable et faire tant de voix ou, mais quand même, et il n'en demeure pas moins vrai que, eh bien, sanction là, et il y a pesé, il y a quand même conséquences et même si on ne parle pas well tellement, mais monde qui dans une situation qui est en bas sanction, même ils sentent il y a famille, il y a vivre. Donc, pour les critères, nous pas connaître puisque il pas dévoilé, mais c'est certain que il y a certainement plusieurs facteurs capables de prendre en compte pour capable décider mettre des sanctions sur tel ou tel monde, soit parce que nous dans la corruption, dans le détournement de fonds, dans le blanchiment d'argent, ou bien dans l'activité de drogue, donc activité criminelle de manière générale, ou bien gang, une journée dire qui défraie la chronique dans le pays d'Haïti et qui bat un peu le problème. Voilà. On a causé avec Franklin Bien-Aimé Giffard, on a analysé la conjoncture haïtienne à la lumière de ces sanctions imposées par trois personnalités haïtiennes. On a rappelé Jean-Marc Belrive, ancien ministre de la planification, ancien premier ministre sous administration René Garça Préval, et qui a fait transition avec Michel Martelly, ancien sénateur Nenel Kassi, qui est même dans le secteur opposition, en face ancien président Jovenel Moïse. Nenel Kassi, c'était un sénateur qui était fait partie de SDP, secteur démocratique et populaire, et puis sénateur Hervé Foucan, sénateur tête Calais, qui était élu sous bannière, puis HTK, qui est lui-même, ces derniers temps, il fait plusieurs rencontres avec un juge, Wisser Voltaire, qui a investigué le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Trois personnes d'État avec famille sous sanction américaine, après qu'eux-mêmes ont été sous sanction pays Canada. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain TV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On The Air, on a continué avec Franklin Bien-Aimé Giffard et on a le focus sur les négociations interhaïtiennes avec un médiateur, le CARICOM. C'est une IM visite que CARICOM effectue dans le pays d'Haïti. C'est des leaders de la région qui ont même pratiquement mis au chevet d'Haïti et il y a différentes rencontres qui fait déjà, il y a une fête en Jamaïque, il y a un aller-venir entre différents secteurs politiques et voilà ça, en Haïti, il y a
espérer joindre un accord entre les Haïtiens, bien que au niveau de l'accord Montana, il même prend distance par rapport à CARICOM. Je pensais que le projet d'accord que CARICOM a été fait sortir, les partisans, puisque il parlait de un premier ministre qui t'a pour assurer une transition avec une prolongation de 18 mois. Et là, accord Montana, il pas trouvé que il est confortable pour lui. Il pensait que c'est une tendance partisan. Et peut-être c'est une raison fait que on pas retrouvé accord Montana autour de la table de négociation. Et il fera un politicien qui est en Haïti, récemment, c'est Jerry Tardieu, et de toi, tout, il n'est pas très optimiste que on va sorti dans Chita pas de ça, bien que nous remarquons la présence du Premier ministre de facto Ariel Henry dans salle là, dans la réunion. Oui, absolument. Alors, il y a très peu de chances, effectivement, pour capable sortir un accord, mais un accord, c'est-à-dire un accord inclusif, un accord qui mettait sous table là un ensemble de questions et qui permettent que ensemble acteurs politiques, monde qui dans la société civile là qui engagé dans la discussion, ça va avancer vers un accord définitif qui permet que on aller à une résolution graduellement de la crise qu'il a dans le pays et qui a plus de conséquences sur tout le monde, dans tout niveau dans la société. Et maintenant, il y a un problème c'est que justement, et vous citez accord Montana qui prend distance avec discussion ça par rapport justement à attitude que, eh bien, éminente personnalité CARICOM affichée. D'abord, dans le projet accord côté soumettre là, effectivement, c'est comme si oppositionné en quelque sorte, puisque déjà, on est dans tranché et Premier ministre, donc, alors que un ensemble de secteurs qui impliquent dans la discussion, qui a exigé accord et a crié pour que la question du Premier ministre, en fait, est sous table là, démission Ariel Henry doué sous table là, ça fait partie de discussion or et tu as comme l'impression que étant donné que dans la genèse et projet d'accord ça Ariel Henry autrement dit accord 21 décembre 2022 c'est parti pour notre deux démarches ça il est très impliqué là-dedans donc on t'a dit que Ariel censé influencer projet d'accord ça et donc ça qui vient fait que il a décidé monsieur on rallonge et de 18 mois encore après plus que 2 ans donc ça qui t'a fait faire à peu près plus ou moins 4 ans de pouvoir sans le patal dans l'élection et avec résultat que nous connaissons et le pas gagné qui va personne garantit que dans 18 mois encore pour aller l'élection pour le faire véritablement et même si tu as décidé de faire l'élection avec un gouvernement Ariel Henry qui conditions pour le créer les conditions de sécurité là à considérer par exemple soulever et reproches qui gagnent par rapport au gouvernement laxisme et passivité il y a des gens qui même parlé de complicité de connivence qui gagne entre le gouvernement avec et gang armés qui jouit d'une impunité totale capitale puisque les gens qui estiment que eh bien gang yo et bien pouvoir ta utiliser pour en plus du soutien international et qui sont soutien aveugle en particulier les États-Unis à régime qui est en place là mais eh bien il a essayé d'utiliser les gangs armés qui ont fait violence qui ont entretenu une situation de violence et d'insécurité généralisée dans le pays pour capable de déterminer encore le rapport de force politique en faveur donc ça tout ça c'est des situations qui empoisonnent l'atmosphère là qui empêchait que véritablement avancer dans des discussions avec tête reposée tête en place et de façon sereine pour aller vers un accord et donc l'organe des acteurs majeurs qui pas participé dans ça tant que accord Montana il y a l'autre groupe qui ont même tout exprimé réticence et qui déjà estimé que pas gagne façon pour que ça aboutisse à une solution donc ce qui fait que là c'est pour dire que nous embarquer là parce que il toujours fait nous pour tonton Noël donc chaque le mois de décembre c'est accord 21 décembre donc c'était comme si nous c'était tonton Noël et donc jour de la privé donc on fait ça c'est comme si c'est fait de manigance pour capable et leurrer monde et au fond crise d'arrêté là le conseil il y a des gens qui parlent avec eux en Haïti qui fait connaître que même en vue de la politique là il n'y a pas tellement prendre des marches au sérieux parce que je pensais que les États-Unis s'ils ont des problèmes à résoudre le Canada il y a parlé des partenaires qui ont un peu d'influence sur la classe politique là secteur d'affaires dans le pays d'Haïti et tuteur Monsayo si il y a des crises à résoudre il y a qu'on qui ça pour faire. Dans il y a des gens qui pensaient que CARICOM c'est vrai c'est des voisins de la région mais est-ce que vraiment il y a un poids de la balance c'est vrai au cas utilisé comme intermédiaire mais il y a des gens qui pensaient que eh bien si les tuteurs d'Haïti étaient des problèmes à résoudre ils étaient capables d'utiliser les grands moyens pour contraindre et les secteurs politiques à joindre un compromis tandis que il y a un monde peut-être pas connaître
radotologues qui parlent de compromis ont fait déjà ensemble, de compromis qu'ils ont fait dans le cadre de négociation, mais nous parlons dans le concret. Plus passé 2 ans depuis que Ariel là, situation de sécurité avait une plus grave, misère avait une plus grave, pays n'a pas qu'à ramasser fatra, majorité route yo fin défoncé, bandits continuer à vers les territoires. Donc en termes de compromis réel, m'paraît pas visible. Non, c'est pas évident qu'il y a un comme compromis qui a pu dégager dans ce qu'a fait là, dans la discussion qui est engagée, parce que si on a affaire avec des gens qui manifestement de mauvaise foi, qui pas le sens du compromis, qui pas prioriser pays, qui pas garder souffrance pays, regardez avec qui indifférence justement, ou si ton paquet et bagaille pas marcher dans le pays là, ça traduit si vous voulez justement indifférence mon cap diriger pays. Les non pays même fatra nous pas ramasser, nous pas faire toilette en ville mes amis. C'est image pays, c'est image mon cap diriger pays. Donc même dans côté gain dictature qui fait autre chose, question l'autre là, il est d'accord faut que l'image c'est soigner l'image même si il a dirigé pays avec combien de fer. Mais voilà que nous avons une situation côté que en fait on t'a dit pas dans dictature mais on est dans dictature de la misère, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à circuler dans le pays et moun qui fait c'est moun qui jouit de impunité totale capitale bon côté pouvoir qui en place là même si c'est pas un pouvoir que pays en fait décidé de ba moun ça pour diriger pays pour. Et maintenant, ce qui est encore, c'est que est-ce que Chita a négocié avec Ariel Henry et équipe qui a avec l'IA, et monde qui croit dans la question bagaille pain à café, et donc et sous égide de CARICOM, est-ce que finalement, au fond, c'est vrai que c'est bien pour nous parler entre eux, Haïtien d'État de suppose à parler entre eux, mais est-ce qu'au fond, c'est pas une perte de temps? Puisque quand même, Ariel, son job l'a fait. Est-ce que va être plus bon pour que nous dans notre niveau, pour nous décider de discuter avec Maître Ariel là, mon a un pouvoir réel. Parce que Ariel pas qu'à décider pour compte lui. C'est vrai que pas qu'à décider pour compte lui pour capable faire une décision pour résoudre la crise là. Mais même si nous connaissons que Ramasse Fatra est capable de faire. Ça ne pas faire, c'est parce que le méchant, c'est parce que nous pas c'est pas étranger qui empêche ça. C'est pas étranger ça. Une parenthèse pour nous ouvrir, Geoffroy, dans ce segment ça, c'est le retour de Guy Philippe. Guy Philippe, ancien monde qui prend les armes contre le pays, contre l'administration d'Aristide en 2003-2004, qui était en exil, et en République dominicaine, qui joint le support des États-Unis, de la communauté nationale, avec gros armes entrées dans le pays d'Haïti, attaquer les commissariats de police, bouler, tous les policiers, au Cap, dans l'Artibonite. Et puis, il est arrivé joindre le renversement de Jean-Maître Aristide, Guy Philippe, qui était considéré par l'équipe de transition de 2004 comme Freedom Fighter, qui devait impliqué dans les affaires de drogue, les jugés aux États-Unis, les plus peines et dans le pays d'Haïti. Et il tournait côté que il y a un peu de monde qui est considéré comme un triomphateur, comme un monde qui semble bien créé pour venir réduire la violence en Haïti. Il y a un pile manipulation qu'a fait dans l'opinion publique là, il y a un pile innocence, un pile ignorance. Mais il y a un pile et méchanceté tout. Et parce que il y a une méconnaissance de questions. Des fois, on ne pas connaît ça qui passe, qui pas connaît qui ça lié. D'abord, Guy Philippe, son acteur politique lié. Donc, un politicien, c'est quelqu'un qui se met en scène. C'est toujours quelqu'un qui est en mode représentation. Donc, autrement dit, c'est un monde qui a fait théâtre. Donc, ça va dire, c'est pas pour minimiser et action monsieur entrepreneur parce que quand même ils ont côté de l'aller mais bien entendu la PC créer une perception dans l'opinion publique là et une équipe qui derrière lui gagne tout un appareillage gagne monde qui dans médias réguliers en traditionnel et sur réseaux sociaux qui essayer travailler opinion publique là que même là comme instrument idéologique pour essayer faire et ben ça passe dans l'opinion publique là comme quoi Guy Philippe sont victimes et lui-même l'a joué à la victime effectivement quoique il était plaidé coupable dans le cadre de procès que le fait. Maintenant, si ou plaidé coupable, c'est parce que ou d'accord avec ça ou te reproche là. Maintenant, il dit comme ça que c'est faux, c'était forcé de plaider coupable. Mes amis, ça, c'est moi qui t'a demandé pour mon tachita réfléchir et analyser comment tu as forcé monsieur et donc plaider coupable pour un bagage que reprocher, qu'il acceptait que tu fait. Maintenant,
c'est pour monsieur a dit, et c'est ça qui est la vérité, qu'il propose l'on deal, on marché, donc il a accepté, donc pour capable réduire peine, donc il collaborer, il coopérer, et cela dit bien ce que cela veut dire. Donc tout ça gagne pour comme information, il bail comme information, il fait des échanges avec Mounio, et c'est ça qui garantit. D'ailleurs, il était supposé passer quelques 9 ans en prison d'après verdict du jugement. Donc, il fait 6 ans seulement. Donc, ça, c'est pas en plaisanterie, c'est pas c'est bon bail. Parce que il collaborer avec la justice américaine. C'est parce que c'est monsieur qui est plus bel garçon qui fait que il fait ça pour lui. Parce qu'il y a plus l'autre monde qui passe dans le système et tout il bénéficie de même situation. Bon, on va prendre Guy Philippe pas le seul, Forel Célestin et Jean-Luc Lucien par exemple, Jacques Quétan, qui est ancien cadre dans la police nationale de Mauricie. Auriel Jean. Par exemple, mon défunt qui a assassiné mais dans l'autre aspect tout, Guy Philippe a annoncé les couleurs, les pensées que dans 90 jours, il était capable de résoudre questions de sécurité, mais que le reconnaître questions difficiles. Et là, il fait allusion à la police nationale. Bon, c'est certain que le Cap gagne des alliés au niveau de la PNH. Il fait allusion à l'armée d'Haïti et à BESAP, à ma connaissance, qui n'est pas un corps régulier. Bon, BESAP pas un corps régulier et BESAP pas gain attribution pour assurer sécurité. Il là, d'après Jean non le dit, pour capable et en fait les aires protégées. C'est son support au ministère de l'environnement. Sous son bras armé qu'il a au ministère de l'environnement, une agence que créé qu'il a pour créer et protéger les aires protégées. Donc ce qui fait que maintenant et pour aller déployer pour dire pour aller sécurité, d'ailleurs ça déjà pose un peu de problème déjà puisque BESAP fonctionnait comme une sorte de milice, d'autant que il est composé d'un pile ancien militaire qui a sympathie pour Guy Philippe, bien sûr, et mon qui dans tête agence et qui c'est ANAP qui est responsable question et air protégé qui coiffe BESAP là, c'est Jean-Tel Joseph. Jean-Tel Joseph n'a souligné qu'il lui-même tout gagné pour le présenter dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse et devant juge mais Ariel Henry qui lui-même tout invité à titre de témoin pas décidé de libérer Mounzao, il y a plusieurs et qui est concerné par invitation du juge là. Donc c'est allié Guy Philippe, il y a une même parti politique, c'est Cavalier Paul Kali. Donc vous comprenez que BESAP là déjà son ressort lié pour Guy Philippe. Mais maintenant, de qui autorité et que Guy Philippe investi, à qui qualité pour qu'il décide que le prend la sécurité. Maintenant, si monsieur décide de faire un mouvement de type 2004 et il prend ZAM, il est capable de renverser le gouvernement qu'il a, je ne pas que ça a ça comme mission, je ne pas que le TAC a ça comme agenda, bien que l'APC fait quoi que il y a une mission comme quoi il prend le président, patati, patata, il prend le candidat, etc. Alors que lui connaît et tout le monde connaît qu'il y a des contraintes d'ordre constitutionnel qui fait que il n'est pas capable de candidat à la présidence. Mais quand même l'APC est projeté en perception, mais en même temps tout ça qui arrive c'est que il est capable d'une mission. Mais c'est pas mission pour la présidence, c'est pas mission pour la diriger pays, c'est pas mission pour la créer question de sécurité. Il est peut-être en mission pour capable à dénicher de monde qui était dans le secteur côté que l'État a évolué, qui était mené jusqu'à prison aux États-Unis, peut-être pour capable aider la justice américaine, mettre main pas de cassave certains monde qui sont en activité dans le secteur crime organisé. Comme d'ailleurs grand pile dans le pays et grand pile là d'ailleurs qui grand pile sympathie pour lui qui manifeste ouvertement tout d'ailleurs. Voilà. Merci Franklin Benemefa, analyse sous conjoncture pays d'Haïti. D'abord les sanctions qui frappaient 3 personnalités politiques dans le pays d'Haïti et puis le dossier de négociation avec le CARICOM, négociation qui a fait autour de l'actuel Premier ministre de facto en Haïti, Ariel Henry, espérer qu'il y ait capable sortir à un accord, peut-être un accord Tonton Noël ou bien un accord Noël, on n'en sait pas trop. La propose, on a tout à l'heure sur la télévision de ALENTV en DR.
Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV d'hier. Nous allons parler santé avec un docteur Angelo Gous. Et depuis nous, docteur Gous, nous d'abord les affaires santé garçons, mais aussi particulièrement c'est président AMHE, chapitre la Floride. Docteur Gous, c'est un monde qui passe des présentations ici en Floride et aux États-Unis en particulier, surtout dans le cas ici, où il y a des choses vraiment éducatifs que de présenter, et capable de dire que l'aptourné bac pour capable de présenter un programme à caractère éducatif. Docteur Gous, on parle de santé. Dans quel état de santé qu'on a Bon, c'est bon. C'est communauté à long bon état de santé, mais il y a faire mieux toujours. Donc, il y a différents aspects qu'on a fait de santé mentale et de santé physique. Parce que, au point de vue de santé mentale, il y a un pile d'efforts qui sont faits, un pile d'efforts qui sont faits déjà, même parce que la communauté affectée mentalement, pile, non seulement ça a passé dans le pays ici, mais ça a passé la caille. Donc, parce que un pile monde affecté et en pile famille divisée, en pile famille qui a déplacé, en pile inquiétude. Donc, tout bagage ça, bien entendu, a affecté la santé mentale et même situation ici, avec la situation économique là, a affecté la santé mentale. Et nous connaissons que depuis la santé mentale là, elle est affectée, elle est capable d'affecter le corps à tout. Donc, en pile monde qui doit venir l'autre problème à partir de stress. Donc, un problème, surtout problème cardiovasculaire, capable d'affecter donc diabète, tension. Tout bagage ça, nous connaissons que c'est cerveau, c'est stress là qui est capable d'affecter le corps humain en pile. Et on a parlé là avec le président AMHEA, qui est le docteur Angelo Gous. Récemment, moi, j'ai lu un article sur un important journal dans le pays d'Haïti et il était relayé tout par une note de l'association médicale haïtienne qui était dans son cri d'alarme par rapport à des médecins, surtout des spécialistes, qui ont quitté Haïti à cause de la conjoncture. Comment AMHE comprend ça? Bon, pas qu'à parler pour AMHE en général, mais nous-mêmes, nous faisons partie de chapitre Sud-Floride là. Donc, nous sommes très concernés de ce qui a passé au point de vue de déplacement cadre médical là de Haïti. Parce que il est vrai que quand le monde qui a quitté Haïti, c'est bien malheureux à cause de situations socio-économiques et instabilité qui gagne, à cause de violences, etc., que nous connaissons. Mais quand le monde qui vit à Haïti toujours. Il y a des millions d'habitants, plus que 8 millions d'habitants qui vivent dans le pays. Et les gens ont besoin des professionnels de santé, ils ont besoin de toute qualité professionnelle. Donc, si le cadre médical a réellement quitté le pays en grand nombre, et non seulement le cadre médical a quitté en grand nombre, c'est que la formation médicale elle-même est réellement affectée en Haïti, elle est dégradée, non seulement au point de vue de l'école de médecine, mais au point de vue de formation résident, parce qu'ils ne sont pas capables de remplir fonction comme résident à cause de l'insécurité et l'instabilité qu'il y a dans le pays. Donc, on sait de cadre médical qui n'a pas formé, j'ai été formé longtemps. On sait de jeunes médecins, étudiants en médecine qui n'ont pas formé, j'ai été formé longtemps. Et ça qui est déjà fin formé, au grand nombre de eux-mêmes ont quitté le pays parce que ils ont senti qu'ils n'ont pas qu'à travailler, ils n'ont pas capable de profiter, ça va apprendre. Et ils sont concernés pour la famille, ils sont concernés pour la vie. Donc, je pense que c'est un gros problème lié. Et ça qui fait problème dans la vie plus grave, c'est que même si ils viennent ici, en pile là, ils ne sont pas capables de travailler dans la profession, d'apprendre dans le pays, parce que c'est très difficile pour les médecins qui sont à Haïti de gagner accès à la profession médicale aux États-Unis. Premièrement, à cause de différences de langage, différences de culture là, et en pile là, ils sont relativement âgés. Donc, centre de formation n'a pas accès. Et autre chose, tout, une compétition féroce de un lot étranger qui veut occuper place, sans compter étudiants qui sont dans l'école de médecine qui prend position de formation. Ça veut dire pile de docteurs qui étudient à Haïti, ils viennent ici, malheureusement, ils ne sont pas capables travail dans la profession que tu fait sacrifice, famille tu fait sacrifice pour t'apprendre. Là, c'est un gros challenge. Je regarde des médecins qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience en Haïti, qui arrivent ici, qui sont pas capables de travailler, qui ont tout là-dedans, qui sont obligés de quitter le pays. On compte plusieurs là-dedans qui étaient victimes de kidnapping, ou bien même directement bien famille, et qui pour sauver pour eux, qui étaient tout ça, étaient possédés en Haïti comme investissement, et nous recommencer ici. Oui, c'est exactement ça. Et l'association des médecins haïtiens à l'étranger a fort effort
pour supporter l'école de médecine le plus que possible. C'est-à-dire que par des conférences, par tant que de système télémédecine, par système Zoom, donc il y a un support que nous avons essayé de faire dans la formation que nous étions attachés avec des collègues nous qui assurent la formation médecin en Haïti. Mais c'est un gros défi pour nous parce que la situation ne peut pas permettre de réellement faire support que nous avons supposé faire là. Parce que c'est très difficile, par exemple, même si nous avons les volontaires comme médecins qui pratiquent ici, à faire des cours, à faire des formations en Haïti, c'est extrêmement difficile pour nous aller faire formation ça, parce que c'est très difficile pour joindre des médecins haïtiens qui sont capables de déplacer dans une situation comme ça, parce que même les élèves ne peuvent pas aller dans l'université, ne peuvent pas aller à l'hôpital là, parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Donc, imaginez nous-mêmes qui sommes dans un pays étranger pour nous porter au support physique. Donc, nous sommes obligés à faire support par télémédecine, par des conférences, mais nous avons un peu de support moral. Et nous souhaitons leur peut-être ça capable de changer. Alors, un aspect pour ne pas négliger Dr. Angelo Gous, et moi j'ai 2-3 amis, 2-3 relations dans le système éducatif là, qui fait me connaître même au niveau de recrutement dans la faculté, que ce soit à l'université l'État, l'université privée, il y a très peu d'étudiants qui eux-mêmes ont enregistré, que ce soit dans la médecine ou bien dans l'école de droit ou bien dans la faculté de génie, à cause justement de l'environnement sociopolitique là. Donc, imaginons que des cadres qui étaient supposés aller à l'école, apprendre pour assurer l'avenir et mettre tête au service du pays. On a dit là, il est obligé de réussir à la caillou. Oui, donc exactement c'est ça qui a passé. Et quand il dans l'hôpital, il a fini de lapider, et quand il dans médecin, tant qu'on connaît, il commet acte de violence contre eux. Et non seulement commettre acte de violence dans l'hôpital, ils commettent acte de violence dans la clinique docteur même. Des fois, il y a le kidnappé dans la clinique même. Donc, ouais que cette situation, Bakadi, que nous sommes capables de décrire, qui affecte les pays à tout niveau. Donc, bien entendu, il affecte les pays au point de vue médical tout. Et l'association des médecins haïtiens est très concernée, mais il y a tout le support qu'ils sont capables. Mais le support que nous avons tellement de magnitude de problème, il y a relativement l'opinion pas limitée. Et tu as fait une interview par exemple là, tu as fait justement une parenthèse dans ce sens-là, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pays à un médecin en tête. Bon, ça c'est professionnel d'apprendre, mais je ne suis pas capable d'opiner sur ça. Mais c'est comme ça. Non, ça c'est ça, un médecin toujours care, un médecin toujours sensible pour patient, pour malade en particulier. Yeah, ordinairement c'est ça lié. Comment la coopération entre AMHE et Chapter Floride et Association de médecins haïtiens en Haïti? Bon, Association de médecins haïtiens à l'étranger marché vraiment, c'est que chapitre Floride là lui-même, il y a de relations étroites avec un grand comité central, c'est Central. C'est les mêmes qui comité central là, c'est les mêmes qui représentent les pays, qui représentent nous au point de vue national. Mais c'est pas pour dire que c'est deux différentes organisations que y a. En effet, il y a pile de membres qui ont comité exécutif Sud Floride là, qui aussi fait partie du comité central là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas physiquement divisés. Mais il y a des décisions qu'on prend, interaction qu'on prend, nous centraliser. C'est peut-être ça nous relève au Central Executive Committee, CEC, Central Executive Committee de AMHE, il est localisé à New York lui-même. Il n'est pas en Floride, mais il y a pile de membres qui sont dans le comité central là, qui fait partie tout du comité exécutif Floride là. Mais les interactions pour faire entre l'association de médecins haïtiens à l'étranger avec Haïti par exemple, c'est le comité central là qui est directement impliqué. Donc bien entendu, chapitre Floride là, bah, support, quel que soit le support économique que nous baillons, ou bien au support au point de vue administratif, mais nous supporter CEC pour être capable de rentrer en interaction avec, par exemple, là,
Haïti pour le bail support. Moi, songez, on était très actif, surtout dans la période de très longue militaire là. Dès qu'on a souvent l'autre médecin en Haïti qui était à aider à le protéger sous place. Et c'est un moment quand même qui t'a montré en concrétisation de rapport ça, de coopération ça, de partenariat ça entre médecins dehors et médecins dedans. Oui, absolument. Et le tremblement de terre là. Donc, Association des médecins haïtiens à l'étranger, chapitre Floride, là, était réellement actif. Et bien, l'interaction était par rapport à l'ordre avec guidance que de se voir dans le comité central là. Mais c'est pas comité, c'est pas Sud Floride seulement qui est impliqué, il y a des gens qui sont de New York tout, parce que il y a un chapitre New York qui était réellement impliqué tout, chapitre Canada tout, en zone Montréal, qui est impliqué, d'autres régions. Donc nous tous travaillons ensemble. Parce que chaque année, nous avons une convention annuelle, côté tout chapitre, tout leader dans tout chapitre réunis et tout membre de différents chapitres réunis. C'est-à-dire que les ont aspect administratif annuel ou gros réunions qui fait, plus les aspects académiques, côté nous faire des présentations scientifiques. Donc, un comité scientifique qui est sous place, qui fait des présentations pour recycler, pour faire des formations pour tout médecin. C'est certain que dans la période Covid, nous ne sommes pas trop actifs au niveau physique, mais nous avons quand même un bon sorte de contact. Oui, nous ne sommes pas actifs au point de vue physique, mais nous avons fait un pile bagarre à la radio. Nous faisons faire un pile d'intervention par voie de médias, radio, journal, que l'information nous baille sur Internet, sur Facebook. Et le bagage est presque, même avant de découvrir le vaccin, nous sommes allés dans l'État d'Haïti pour encourager les gens pour le vaccin, pour nous expliquer, pour nous répondre aux questions sur le vaccin. C'est-à-dire que l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, section Sud Floride, là, qu'on est allé dans Little Haiti, Cultural Center, dans la zone Little Haiti, l'église Notre-Dame, dans la zone Sayo. Nous allons faire des conférences, nous mettons tête nous disponibles pour encourager les gens pour un vaccin, parce que nous avons senti que ce gens que nous sommes capables de protéger pour la population en qualité. C'est ça. Nous avons causé avec le Dr Angelo Auguste, qui est président de l'Association médecins ici à l'étranger, chapitre en Floride. Nous pourrons prendre une pause. Nous allons tout à l'heure. Vous êtes toujours sur l'interview d'hier. Invité-nous à soir, c'est Dr Angelo Auguste, qui est président AMH. Dr Auguste, l'organisation a 50 ans d'existence. Oui, Association des médecins haïtiens à l'étranger, qui gagne plus que 50 années d'existence. Alors, on va parler du comité central là encore. Mais chapitre Floride là vient développer quelques années après que Central l'a fait. Central a créé dans la zone New York. Dans la zone New York City que le créé, ça c'est le premier chapitre qui créé. Alors qu'on y a là, on est capable de dire, chapitre New York là vient de naissance à d'autres chapitres. Et il y a un chapitre qui était formé aussi, et c'est chapitre zone Floride là, qui a peut-être une trentaine d'années d'existence. C'est-à-dire que les formé peut-être une vingtaine d'années après l'association centrale là, il fait formé. C'est ça. Donc parce que vous pouvez imaginer, un pile de médecins initialement qui étaient sortis à Haïti, qui étaient allés aux États-Unis, c'est plus New York que qu'on allé, pas qu'on est venu en Floride, parce que pas réellement une population gens nous contre Floride là qu'on y a, pas réellement une série d'opportunités
que les médecins haïtiens ont été joints dans Floride. Et c'est pas sans raison justement que les périodes 80, les FDA entraient Haïti dans le groupe Bagay Katash là, donc il y a un mouvement qui a commencé un mouvement revendicatif qui a commencé à New York. Oui, exactement. Et AMH, ça, tu as campé sous pied, et tu as joué un rôle énorme de façon pour te retirer Haïtien dans l'issue parce que tu as pile information scientifique, en pile bagage que nous avons fait, des démonstrations de fait sous pont, New York, tout bagage ça, tu as porté un pile fruit qui fait que tu as des communautés, donc parce que c'était réellement bon travail que AMH fait, et ce bagage historique que était jusqu'à présent que ça t'arrive faire comme médecin, pour capable retirer Haïtien dans la liste, monde qui ont un risque facteur pour capable bailler monde HIV, qui était réellement qui était réellement affecté Haïtien à différents niveaux. Pour travail, pour job, pour respect, etc. Donc parce que oui, c'est mon travail ça qu'on fait. Docteur Gous, on a parlé de gala annuel que MHE Chapter Florida organisé chaque année. Donc gala ça, c'est une forme de fundraising pour aider nous faire face à mission organisation. En ça encore une fois, le rendez-vous est cassé, c'est dans FIU. Oui, c'est dans FIU, le Convention Center. Que c'est le samedi, que la pièce au samedi, le 16 décembre, qui a privé très bientôt là, et que sur lever le fonds que lié, c'est-à-dire que nous avons essayé de travailler dur pour nous essayer de lever fonds, parce que cette organisation qui est là, en pile fois, depuis qu'on bagaille, ils auraient nous, ils ont contacté nous, ils frappé porte nous pour nous aider. Et côté nous pour l'argent ça, fonds ça, c'est le fonds que nous fait lever de fonds comme ça. Par exemple, là, exemple, à Baou, il doit y avoir un tremblement de terre, il doit y avoir un ouragan qui passe dans une zone quelconque en Haïti. Et il y a besoin de médicaments, il y a besoin d'équipements, il y a besoin de déplacement des médecins, il y a besoin, quelle que soit l'aide que vous avez besoin, mais ça font ça, que nous sommes capables de faire déplacement, nous sommes capables de payer les médecins pour pas l'argent pour y aller, mais au moins payer le billet d'avion, héberger, ou bientôt, si nous avons équipement, des pansements, des médicaments que nous avons besoin, pour nous capables d'acheter rapidement, pour nous capables de porter en Haïti, exact, pour nous capables de soigner, capables de bailler. Ça, c'est une chose que nous faisons. Par exemple, là, il y a des fois qu'on sait de gens en Haïti qui ont des problèmes graves, ils contactent nous, c'est nous-mêmes qui pouvons essayer de négocier avec l'hôpital là pour bailler soins de santé. Ça associé de bagailles. L'autre bagaille encore, par exemple, la grande mission que l'Association des médecins haïtiens impliquée là-dedans, section sud Floride là, à l'intermédiaire de Dr Moïse qui en Haïti, Yves Moïse qui travaille pour professionnels de secours de santé. Ça monde qui bat secours, si il y a une urgence, monde qui travaille à l'ambulance, qui est capable de premier secours, parce que ce pays qui réellement à cause de location géographique, il réellement placé au côté de temps en temps, il y a un ouragan, conseil de désastres naturels, de tremblements de terre, etc. Donc nous avons réellement besoin de professionnels de premier secours. Et nous-mêmes, nous aider le programme ça en Haïti qu'a fait, parce que nous avons besoin des instruments, des livres, des modèles pour montrer qui gens pour étuber tout le monde, par exemple, qui gens pour ressusciter tout le monde, qui gens pour mettre IV, tout bagage ça. Et nous, c'est une organisation qui a aidé notre bagage qui a fait en Haïti, et nous aider les jeunes médecins haïtiens autour, dans l'école de médecine, qui a formé. Mais tout bagage ça, mes amis, ils ont demandé l'argent, et c'est une raison qui nous fait lever de fonds ça. OK? Mais ce lever de fonds qui est très intéressant, qui est très amusant, parce que nous gagnons Zinglin, live cap joué, et nous gagnons M. Bitova Obatou, cap là le 16 décembre, le FIUA, a pile l'autre activité tout là très amusant, on a essayé de faire de belles décorations, a gagné bon manger. Donc parce que au monde calé, puisque fête a arrivé, on passe au bon moment quand même, et on rencontre un pile monde qui est très intéressant. Et nous avons un keynote speaker qui est extrêmement important qui vient parler de jeunes relativement haïtiens qui bon jeunes ou qui presque commencé dans l'âge mature qui remettent de belles bagailles dans le pays des États-Unis, c'est rôle modèle yoyé. Par exemple la keynote speaker ça que nous gagnons, c'est ou haïtien que lié qui sont neurochirurgien que lié qui sorti Harvard, il fait MD PhD Harvard, il a travaillé dans Yale University, il fait des spécialisations spéciales dans la neurochirurgie. On a honoré deux médecins extrêmement importants qui sont dans la communauté.
nous avons honoré docteur Marie-Denise Gervais, qui sont professeurs à l'école de médecine dans l'University of Miami, qui sont mentors d'un pile jeune, capable de dire, étudiants en médecine, tout étudiants en médecine, mais surtout étudiants en médecine d'origine haïtienne, ils ont un pile support et sont leaders que liés pendant des années dans la communauté. Marie-Denise Gervais n'a honoré lui, un membre de AMHE de belle date, qui est toujours impliqué dans toute activité n'a fait. On est là très longtemps. On est toujours là, c'est pas là. Donc nous c'est une opportunité pour nous honorer, pour nous remercier lui. Et nous pensons un peu mon avis de supporter ou l'autre monde n'a honoré son monde qui fait Miami même. Son jeune, très jeune que lié, et c'est au membre à l'eau que le est. C'est Timoun Demde qu'on est là à l'eau. Après ça, il étudier à l'école de médecine dans l'Université de Miami. Après ça, il allait à l'étudier à Boston. Après ça, qu'on y allait à l'étudier dans l'université extrêmement prestigieuse Johns Hopkins. Donc, il étudie cardiologie, interventional cardiology, so super spécialiste en cardiologie que lié, qui sorti là dans Miami, le cœur de c'est le Miami même que sorti. Et bien que le pile l'opportunité pour l'autre côté, parce que leur fin d'étudier Johns Hopkins, tout le monde veut, mais il décidé pour retourner dans la communauté parle pour l'aider. C'est une belle bagaille. Et monsieur extrêmement bien préparé. M'a parlé c'est docteur Remski Denis. En plus, le monde va le temps de parler de lui, mais il fait jeune, il peut même gagner 1 an dans la communauté. Donc, en plus, le monde peut qu'on entendait parler de grands médecins qui ont rentré dans la communauté de jeunes. Donc, nous avons profité, ça nous toujours fait, nous essayons toujours honorer aux jeunes, une qui est plus jeune, définir honorer une qui a plus de maturité. C'est ça. Donc, pour tout le monde. Pendant qu'on a toute belle fleur, ça, pour tout le monde, il faut qu'on dise que Dr. Gous a une grosse distinction qu'il pourra recevoir. Et je me connais, même dans mon cher lit avec l'audience là. Bon, eh bien oui, c'est vrai. Il y a une distinction que je vais recevoir en mai 2024. Oui, 2024. C'est San Antonio, Texas. Eh bien, ça lié, c'est comme d'adou, c'est l'association des urologues américains, que les AUA, c'est une organisation qui est plus prestigieuse dans l'urologie qui existait. Il y a plus que 100 ans d'existence. Il y a 24 000 membres. Donc, et c'est une organisation globale que lié. Mais chaque année, ils ont choisi 2 personnes comme ça, 3 personnes qui font des distinctions extrêmement importantes dans la question de développement recherche et développement urologie. C'est-à-dire que qui permettent science urologique la développer à cause de recherches scientifiques que liées. Parce que un peu le monde connaît comme médecin, un peu le monde connaît comme monde qui est malade, un peu le monde connaît comme monde qui fait télévision, radio, mais pas un peu le monde qui connaît comme chercheur et scientiste. Mais en réalité, des scientifiques avant comme des médecins. Donc, c'est l'aspect scientifique moi, que réellement il honoré. Et bon, il a honoré tout, on est capable d'aspect comme médecin, comme chirurgien, c'est vrai. Mais surtout, il a honoré contribution scientifique que je porte dans l'urologie. Et que grand pile concept, c'est nous-mêmes qui développons, grand pile bail qui écrit, c'est nous qui écrivons, grand pile chapitre qui écrit, et direction que nous bail urologie en général, globalement. Donc, pour reconnaître tout bagage comme ça, c'est un bagage qui est réellement extraordinaire. Pour me dire, c'est un bagage que je n'ai pas pensé, que, à te dire vrai, que je n'ai jamais recevoir un prix pareil. Parce que c'est un prix qui est extrêmement rare pour un bon prix comme ça dans l'urologie. C'est un top urologie prix que lié de contribution extraordinaire dans la branche urologie aux États-Unis d'Amérique. Voilà, merci Dr. Gous, encore félicitations dans notre toute équipe Allen TV on dit là pour cette distinction qu'on pourra bien recevoir en mai 2024. En nouvelle triste, le compas musical haïtien est en deuil avec le départ de Jean-Michel Saint-Victor Zouzoul. Zouzoul qui c'était un chanteur de charme pour le Skacha #1. Zouzoul qui a fait des beaux jours de la musique haïtienne. Zouzoul comme justement Joseph-Emmanuel Charlemagne mourit en 10 décembre. Donc Zouzoul mourit en Floride et il était un chanteur très connu dans la musique haïtienne, surtout dans les années 70-80 à New York, à côté de Skacha #1, pratiquement tap mené aux côtés du Tabou Combo. Donc quand les mélomanes des années 70-80 se souviennent encore de très belles titres avec la voix
voix chaude de Jean-Michel Saint-Victor Zouzoul. Donc, faut que nous dit que, eh bien, l'année dernière, sa sœur Nicole Saint-Victor, une chanteuse soprano classique, qui était performée dans l'école Sainte-Trinité en Haïti et dans des grands concerts en Haïti. Bien, Nicole Saint-Victor l'année dernière a quitté ça le 21 janvier 2023, dans début année, encore une fois, à l'NTV on dit avec toute la grande famille à l'NTV, présenter sympathie à la famille Saint-Victor, particulièrement à Jean-Michel Saint-Victor Zouzoul et la grande famille du Skacha No.1. Zouzoul qui était très souvent avec nous ici, il était qu'on évolué ici en Floride dans différentes salles de spectacle, mais ça dernier temps, il était malade, il était même alité et il fait de grands voyages. Encore une fois, nos sympathies à la grande famille de la musique haïtienne, particulièrement au Skacha No.1 et particulièrement à la famille Saint-Victor. C'est notre édition de la NTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.